Movies, l'émission de ceux et de celles qui adorent le cinéma en salle. Votre émission cinéma présentée par le sémillant Hervé Brie. Bonjour Hervé. Bonjour sémillant Patrick Servel. Une belle émission de prévue aujourd'hui avec moult films que nous avons vus dans les salles de cinéma sur grand écran alors qu'il faisait beau dehors, mais nous, on aime bien être dans le noir. Alors au menu de ce jour, Hervé, de quoi vas-tu nous parler ? Quels sont les films que tu as vus ? Eh ben, je voyage aujourd'hui, pas mal, au Japon, en Grèce, aux îles Canaries et à Bordeaux. D'abord avec le hongrois Cocotte, les tribulations d'une gallinacée débrouillarde. Et si vous y allez, vous verrez qu'on est loin de Disney et de Chicken Run. Ensuite, visite d'un centre de transplantation cardiaque pour enfants au Japon, avec comme guide la magnifique Vicky Krebs qui est amoureuse. C'est l'illusion de Yakushima. Puis l'étrangère, où une réfugiée syrienne galère à Bordeaux pour acquérir le droit d'asile. Et enfin, l'espagnol Mas Palomas, où un senior gay hédoniste va se retrouver en EHPAD à son grand dam. Et toi, Patrick, tu as choisi quoi dans la multitude de films qui inondent les salles? Moi, je vais vous parler d'un général, un homme, et plutôt même un mythe. C'est la bataille de Gaulle, et c'est le premier opus de ce diptyque, et c'est l'âge de fer. Ensuite, j'évoquerai, parce que tu l'as vu également, le virtuose. Virtuose, comment on peut accorder le monde quand soi-même on a une vie un peu désaccordée. Compris. T'as rien compris, mais quand j'expliquerai, quand j'en parlerai, tu comprendras. C'est dommage parce qu'il a vu le film en même temps que moi, mais il a dû une fois de plus dormir. Alors, on verra aussi une relation père-fils qui a des difficultés à s'établir. Le film, c'est Fils de personne. Quand la maison de Molière fait son cinéma, ça nous donne une comédie, et la comédie, c'est de la comédie française. Est-ce que j'ai oublié un film ? Non, j'ai bien parlé des 4 films dont j'allais vous parler. Oui, je dirais un mot aussi sur la regrettée Marjane Satrapi, et ce sera l'occasion d'évoquer un documentaire iranien qui s'appelle Toutes mes sœurs. Et notre camarade Céline Thibault sera avec nous virtuellement via l'interview d'une spectatrice courageuse sortant du parodique Scary Movie 6e opus. Enfin, rubrique Festival Ciné avec passage en revue de quelques-uns du début de l'été. Je pense qu'on a un très beau programme et c'est... Tu nous flattes là, hein. Oui, alors on a de la chance. Aujourd'hui, il nous a pas prévu. Non, j'ai pas. Tant mieux. Mix avec tous les titres, il y a de l'anglais. Oui. Donc, puis on a eu beaucoup de courriers et nous disant que ça devenait insupportable. Bon, je vais te laisser la parole et puis tu vas nous parler d'une disparition qui a eu lieu cette semaine. Il recherche ses fiches, mais oui, c'est bien toi qui dois parler de... Oui, un mot sur Marjane Satrapi, décédée il y a quelques jours, en effet à 56 ans, à laquelle on souhaitait rendre hommage pour son œuvre et pour son engagement. Il se dit qu'elle est morte de chagrin, recluse après le décès de son compagnon il y a 1 an, d'après ses proches. Fameuse auteure de BD, mais aussi peintre, scénariste et réalisatrice franco-iranienne. Donc son Persépolis, paru au début des années 2000, qui est un récit autobiographique de sa jeunesse, alors que son pays est sous le joug des fondamentalistes islamistes, est devenu un classique du roman graphique. Elle l'a ensuite adapté pour le cinéma en dessin animé, avec un succès international, un prix du jury à Cannes, nominé aux Oscars,
César du premier film. La suite, Poulet aux prunes, a donné lieu à un autre long-métrage, montrant cette fois de vrais personnages. Et puis elle s'est ensuite essayée à d'autres genres, avec moins de bonheur, je trouve. Par exemple, un biopic de Marie Curie, en anglais, intitulé Radioactive, en 2019, et un film à sketch que j'ai trouvé pas du tout réussi en 2024, s'appelait Paris Paradis, avec pourtant un casting international 3 étoiles, de Monica Bellucci à Rossi de Palma en passant par Alex Lutz ou Roche Dizem, mais qui tournait à vide. C'est un peu triste à dire, mais il me semble qu'elle peinait à retrouver un second souffle artistique au cinéma. Par contre, ces dernières années, elle s'est beaucoup engagée pour la cause des femmes iraniennes et pour saluer cet engagement, Patrick, on a décidé de passer une chanson évoquant ça. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی. Baraye, émouvante chanson interprétée par un jeune artiste iranien qui s'appelle Shervin Hajipour. Au début des manifestations qui ont suivi la mort de Masha Amini, la jeune fille morte en prison en 2022 pour mauvais port de voile. C'est devenu l'hymne contestataire de ce fameux mouvement Femmes, Vie et Liberté, dénonçant les crimes de la République islamique. Elle a été composée à partir de tweets postés par des manifestants expliquant ce qui les amenait à contester le régime dans la rue, alternant l'évocation d'un présent désenchanté et l'espoir de jours meilleurs avec l'anaphore baraye qui signifie pour ou à cause de en persan, à cause des slogans vides, de l'élite corrompue, des filles qui souhaitent être fils, mais pour danser dans la rue, pour le soleil après de longues nuits, bref, protest song qui a valu de l'emprisonnement à son auteur. Marjane Satrapi, pour revenir à elle, appartenant à la diaspora iranienne en exil très active contre le pouvoir des mollahs, a beaucoup soutenu ce soulèvement populaire mené par des femmes avec ses dessins et sa caméra.
avec par exemple un bouquin donnant la parole à politologues, historiens, reporters et illustré par le gratin de la BD, et puis réalisant aussi le clip d'une reprise du titre qu'on vient d'entendre par des artistes français comme Benjamin Biolay, Camille Cotin, Horatica, Chiara Mastroianni et plein d'autres. On a déjà passé ce morceau dans Movies, joué en concert par Coldplay avec Golshifteh Farahani invité sur scène pour le chanter. On parle souvent du cinéma iranien dans notre émission, un cinéma politique, de lutte, avec des exemples très forts comme Les graines du figuier sauvage ou Un simple accident et de nombreux autres. Un petit film tourné dans ce pays est discrètement à l'affiche en ce moment. C'est un documentaire qui montre de l'intérieur ce que c'est que grandir à Téhéran au XXIe siècle, quand on est une femme, une fille, intitulé « Toutes mes sœurs ». Il suit de 2007 à 2025 la vie de 2 sœurs au sein d'une famille plutôt aimante, mais très traditionnelle, de leur prime enfance jusqu'à leur quotidien de jeunes femmes en quête de liberté, tourné en catimini par leur oncle, réalisateur, qui s'appelle Massoud Bakshi, qui a donc pu, en tant que membre de la famille, avoir accès à leur intimité et les a aussi interviewés sur le long cours. Cette documentation est très poignante, montrant l'emprise, la chape de plomb qui enserre leur vie dès le plus jeune âge, mais aussi leur incompréhension et leur révolte à ces filles et ces jeunes femmes. À noter, aucun homme dans le film. Les seuls adultes un peu présents à l'écran sont la mère et la grand-mère, qui s'avèrent être des relais très efficaces du patriarcat religieux étouffant, l'ayant subi elle-même. Marjane Satrapi l'a peut-être vu, elle qui a plutôt été élevée dans une famille progressiste, avec une grand-mère rebelle qui dépotait, comme on le voit bien dans son Persépolis. Toutes mes sœurs n'est programmé que dans quelques rares salles. Il est par exemple visible pour quelques jours encore dans le réseau de cinéma indépendant Utopia. Maintenant, c'est moi. avec de la musique. On aimerait bien que nos scénaristes trouvent plus souvent des idées de cette trempe. Là, on a l'idée d'un accordeur de piano capable, grâce à une ouïe exceptionnelle, d'ouvrir des coffres-forts comme on corrige une fausse note. À partir de cette idée, Daniel Roher construit ce film, Le Virtuose, un thriller de précision où l'oreille devient un véritable instrument dramatique et le moteur du suspense. Alors on est loin des Ocean 12 et tous ceux qui ont suivi. Là, on a Nicky White. Les films de casse, tu veux dire. Oui. Là, Nicky White n'a rien du héros flamboyant. C'est un homme brisé. On l'apprend assez rapidement qu'il était promis à une grande carrière de pianiste et il a vu sa vie basculer lorsqu'une hyperacousie vraiment soudaine l'oblige à porter depuis en permanence un casque anti-bruit sous peine de souffrance intense et on en verra pendant le film. Alors, il y a justement un important travail sur le son, un son multicanal et qui parvient à faire que le son dans ce film devient quasiment une matière physique. À la fois, c'est une menace, c'est un vertige. En tout cas, il y a un très gros travail qui a été fait sur ce point. Alors, on va le retrouver, je vais pas vous narrer toute l'histoire, mais il va se trouver déchiré entre son travail d'accorder les pianos, un geste qui est là quand même pour restaurer l'harmonie, et puis de l'autre côté, on va le voir ouvrir des coffres. Ce sont quand même, on le voit d'ailleurs dans ce film, ce sont des gestes qui profanent une intimité. C'est assez violent quand même d'aller chercher dans le coffre d'autres des objets qui normalement ne vous sont pas destinés. Et j'ai découvert un acteur qui s'appelle Léo Woodhall, que j'ai trouvé très juste et vraiment très juste dans cet exercice que je pourrais qualifier d'équilibriste. Alors face à lui,
On a le plaisir de retrouver qui? On a Dustin Hoffman, qui vient là nous apporter la présence d'un autre temps. On le sent, on sent un humaniste fatigué, et c'est lui qui va provoquer, on peut appeler ça un ancrage émotionnel dans le film. Il y a une très belle relation entre les deux personnages, et sont évoqués au travers de leur rapport la transmission. Moi, j'ai trouvé ça assez beau, hein. Alors, bien évidemment, il y aurait toujours des petites choses à améliorer dans ce film. On a quelques ressorts narratifs qui restent parfois prévisibles, hein. On devine, hein. Je vais pas spoiler en vous disant que c'est quand même un film plutôt good movie quand même, hein. Ça, c'est pas un mélo, hein. C'est pas non plus une comédie. Je sais pas comment on appelle ça. C'est un film, c'est un thriller. Quand même, il y a des scènes tristes. Oui, mais non, mais t'as pas pleuré cette fois-ci, c'est bien. Mais j'ai trouvé que même si on s'y attend, ça reste quand même, tout ça reste cohérent. Et moi, j'aime bien quand il y a une cohérence dans un film. Et là, on est devant un film que j'ai trouvé tout à fait cohérent. On a aussi au niveau des dialogues qui sont vraiment teintés d'humour, surtout lorsqu'ils sont portés par Dustin Hoffman. Donc moi je dirais que au final c'est un film assez élégant, et je trouve que dans le panorama des films que l'on a actuellement, c'est déjà beaucoup d'être élégant. As-tu trouvé aussi cette élégance dans le film? Oui, pas mal du tout. Une bonne surprise, hein. Je trouve qu'il se démarque du tout venant des polars et des thrillers américains. Originalité de l'histoire d'abord, hein, qui mixe les genres. On a un film de casse, mais un body movie transgénérationnel, plus une tragicomédie romantique quand même, hein, et le tout parsemé de nombreux moments musicaux superbes, hein. Originalité des personnages ensuite avec ce duo impayable d'accordeurs de piano, et puis cette jeune compositrice aussi attachante, hein. Et pour rendre compte des problèmes auditifs, le beau travail effectué sur le son m'a rappelé celui entendu dans le récent drame familial espagnol Sorda, et puis dans l'américain plus ancien Sound of Metal, où un batteur perdait l'audition. Alors, pour ce qui est de l'image, c'est plutôt fluide et bien monté, avec une belle utilisation. J'ai trouvé des décors urbains de New York, hein. Mais alors Patrick, avec cette tendance un peu pénible qu'on retrouve maintenant dans de nombreux films contemporains, une utilisation excessive de très très gros plans qui finissent par lasser. C'est par exemple le cas récemment dans l'espagnol L'être aimé, hein. Ici, je sais pas si tu te souviens, on a de nombreux macro-inserts répétitifs sur des mécanismes de serrure de coffre-fort. Bon, ça va, c'est sympa une fois, mais au bout d'un moment, ça devient un peu procédé. Dustin Hoffman en forme, hein, épatant, en vieux grognon féru de jazz. Et le jeune, je le connaissais pas, ce Léo Woodwell, hein, très crédible et plutôt charismatique, hein. J'ai vu que c'est un acteur d'origine britannique qui a été découvert d'une série dont on m'a parlé, par exemple, qui s'appelle White Lotus. Je pense qu'on le reverra. Pas mal celui-là, hein. Bon, le final est un peu téléphoné. Tu m'avais soufflé à l'oreille durant la projection en me disant « Je te parie que... » Et puis le caméo de Jean Reno, c'est pas le plus réussi du film. Oh là, oui, là, j'avais oublié. C'est peut-être la chose à oublier du film, parce que il n'est vraiment pas à son avantage. Alors, c'est intéressant parce que le virtuose, bon, son titre original c'est The Tuner, l'accordeur. C'est la première incursion dans la fiction vraiment réussie et maîtrisée d'un documentariste en fait. Il est canadien, trentenaire, t'as dû son nom, Daniel Roer, et il est connu outre-Atlantique pour un long métrage sur le groupe américain The Band. Scorsese avait fait ça aussi, hein. Et pour un autre, sur le prisonnier politique russe Alexei Navalny, qui avait eu l'Oscar du documentaire en 2023. Pas sorti sur nos écrans, je crois, où ça m'a échappé, hein. Alors son virtuose, je trouve qu'il n'a pas été très bien distribué, et c'est dommage. Oui, et toi maintenant tu nous parles d'une gallinacée, et puisqu'il s'agit d'une cocotte, et ça n'a rien à voir avec l'expression que l'on donnait dans les salons d'un certain siècle. Non, c'est ça, c'est vraiment une cocotte avec des plumes. Une vraie. Je parlais juste avant des très très gros plans
dont je déplorais qu'ils envahissent les écrans, eh bien, Cocotte s'ouvre sur le cul d'une poule, en plan très rapproché. Jamais j'avais vu le cul d'une gallinacée de si près. Un œuf est en train d'en sortir, difficilement, scène filmée au plus près et en temps réel, d'une sorte d'accouchement difficile, peut-être annonciatrice du destin chaotique que va suivre l'héroïne du film. Une question qui me vient tout de suite à l'esprit, est-ce qu'il y a eu plusieurs prises? Est-ce que c'est... Mais ce film, pour les prises, je sais pas comment ils ont fait, je sais pas, c'est drôle comme scène, ça surprend en tout cas. J'aurais peut-être pas dû le dire parce que vraiment ça surprend. Mais ne serait-ce pas l'IA qui serait passée par là? Non, justement. Alors ça, c'est un prologue saisissant pour une fiction bien barrée dans son postulat et quelque part quand même un peu politique dans son propos. Alors nous voilà ensuite dans un gigantesque poulailler industriel avec tapis roulant, ventouses, séparateurs, mains qui s'affairent. On observe le tri mécanique des œufs puis des poussins, façon documentaire. La déshumanisation frappe, évidemment. La caméra va repérer puis s'attarder petit à petit sur un poussin qui fait tache par rapport aux autres par la couleur de son duvet. Ellipse, et le voilà devenu belle poule noire, promise à la casserole car pas dans les normes. Mais la belle est maline, et elle va prendre la poudre d'escampette pour entamer un périple plein de tribulations où elle aura à faire face à pas mal de dangers, renards, chiens, voitures, rapaces, ou un coq qui ne connaît pas le consentement par exemple. Et fugueuse devenue sédentaire, elle est recueillie par le patron d'un restaurant qui y vivote, dont elle devient une sorte de mascotte. C'est à peu près le seul personnage humain sympathique. Et elle va même avoir affaire à des mafieux locaux. Alors, le film joue le jeu immersif jusqu'au bout. On est, comme on dit, embedded avec Cocotte, la plupart du temps au ras du sol, avec une caméra très mobile et parfois même en caméra subjective, observant naïvement, sans juger, l'absurdité, la cruauté des comportements humains. Pas une once d'anthropomorphisme ici, vous l'aurez compris, on n'est pas chez Disney, très peu de dialogue humain, pas de voix off. On voit qu'il y a du trafic dans ce restaurant, d'électroménagers, de réfugiés clandestins aussi, mais sans comprendre forcément les détails de ce qui se trame. Alors, rares quand même sont les fictions de ce type, où le point de vue central est celui d'un animal, les humains étant des silhouettes qui interagissent avec lui. On pense au pauvre âne d'Au hasard Balthazar de Robert Bresson en 66 et sa version plus contemporaine et expérimentale de Jerzy Skolimowski, ça s'appelait EO, c'était le prix du jury 2022 à Cannes. Alors, avec ce Cocotte, moi j'ai pensé furtivement à Chicken Run, avec une même poule futée tentant elle aussi de sortir d'un poulailler, mais l'analogie s'arrête là. Tour de force, au niveau de la réalisation, faite, j'ai bien lu, sans intelligence artificielle ou image de synthèse pour se faciliter la tâche, où la poule paraît se plier au jeu d'acteur de façon étonnante. En fait, j'ai vu au générique qu'il y a eu 8 poules différentes, et comme à l'écran elles picorent sans cesse, je suppose qu'elles ont été dirigées pour aller là où il fallait, avec sans doute un stock de graines et de vers de terre. Bon, du travail artisanal. On parle grec dans ce film car il a été tourné en Grèce. Le scénariste et réalisateur de cette curiosité réjouissante, il est hongrois. Il s'appelle György Pálffy et il a l'air un peu obsédé par le monde animal au vu de sa filmographie. Il a signé un Taxidermie, pas piqué des vers, en 2006, où il montre un protagoniste se livrant déjà à des actes sexuels sur des animaux, fictif, je vous rassure, et un autre qui taxidermise des chats, son père, et finalement s'auto-taxidermise lui-même. Radical, Ce Cocotte est nettement moins radical, mais montre un sens de l'absurde tragique aussi glaçant qu'enthousiasmant. Je le conseille vivement, mais il faut bien le chercher, car il est distribué parcimonieusement. Bon, il fera moins d'entrées que De Gaulle ou Spielberg, c'est à peu près sûr, mais c'est dommage.
Alors donc tu nous as parlé de cette actrice, de cette cocotte. Oui. Sait-on si elle va faire d'autres films ou est-ce son seul et unique film ou est-elle encore vivante? Ça c'est aussi une question qu'on peut se poser. Tu te souviens de Saturnin, le petit Saturnin, Oui. le petit canard? Il paraît qu'il y en avait des dizaines qui sont passés à la trappe à mesure. forcément. La cocotte, là, elle est à la réforme maintenant. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Cherches quoi? Raconterai la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Dans sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée, Joël est barré. Alors il s'agit de la bande-son d'une longue scène de striptease masculin, vue dans Autofiction, où Almodovar s'est apparemment fait plaisir à filmer ça
qui fait guère avancer le schmilblick de son histoire, pas très intéressante à mon goût. C'était Grace Jones, égérie de la mode, muse de Jean-Paul Goude et chanteuse diva des années 80, dans une reprise d'un classique de tango argentin d'Astor Piazzolla. Ce Libertango a aussi été adapté par l'acteur-chanteur Guy Marchand en « Moi je suis tango tango », qu'on a déjà passé à Movies, il me semble. Alors, Grace Jones a été un peu vue au cinéma aussi. Par exemple, dans un Connard le Barbant, et puis un James Bond que tu t'en souviens forcément. Oui, moi, quand tu m'as posé la question pendant que nous écoutions cette Grace Jones, eh bien, c'était dans le dernier James Bond interprété par Roger Moore, qui était vraiment pas son meilleur. Là, il était vieillissant même. Il paraît que pour les scènes de baiser, il était doublé. Et le film, c'était Dangereusement Vôtre. Ok. Voilà, tu as terminé. J'ai terminé. Moi, je vais vous parler d'une grande maison, celle de Molière. Vous savez, on a l'habitude de voir au générique de certains films, vous avez le nom de l'acteur ou de l'actrice suivi de la Comédie Française. Et là, c'est le titre du film que nous proposent deux réalisateurs, Martin Darondeau et Bertrand Huskla. En effet, là, dans le film, tous les personnages sont campés par des pensionnaires, on les appelle comme ça, des pensionnaires ou des sociétaires de la dite troupe nationale, celle de la Comédie Française. Eh bien, les deux réalisateurs, les deux compères, parviennent à nous proposer une comédie enlevée, bien rythmé, dans un temps court. Et je leur dis merci. Un film d'1h15, qu'est-ce que c'est bon quand c'est bien fait. Parce qu'il fallait quand même oser entrer à la Comédie Française, ce temple national du vers bien tenu, de la belle tirade, du port noble, de la tradition en habit brodé, et filmer cette véritable institution sans tomber ni dans une sorte de révérence amidonnée, ni dans une pochade facile. Moi, je trouve que les deux s'en tirent avec vraiment tous les honneurs, et puis quand même une certaine insolence. Le film, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Eh bien, c'est les 3 heures qui précèdent la première mise en scène à la Comédie Française de cette actrice. Et là, on va avoir toutes les répétitions qui vont virer à la course contre la montre. Et puis, selon la règle d'or qui nous est redite plusieurs fois dans le film, on n'annule pas. Je pense que même les morts sont capables de jouer à la Comédie Française, ou en tout cas, ils se font remplacer au pied levé. Donc ça c'est la première bonne idée, de ne pas se prosterner devant le sujet. La maison de Molière, c'est pas un mausolée culturel, et là on se rend compte que c'est une véritable ruche, vraiment en état d'alerte. Il y a les retards, les nerfs qui lâchent, des questions d'ego forcément, des couacs techniques, en fait tout ce qui fait qu'un collectif fonctionne. Donc là on a une addition d'êtres humains talentueux, mais qui sont tout à fait capables, comme tout le monde, de paniquer à certains moments. Donc, une comédie rapide, simple, efficace, portée par cet esprit de troupe, et puis il y a vraiment un rythme prenant. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir tout ça. Donc, là, on va vraiment découvrir, je l'ai dit, un organisme vivant, il y a du mouvement, on est loin du théâtre figé. Moi, j'ai trouvé ça très, très, très jouissif. Donc, je le redis, parce qu'il faut vraiment insister. Il y a de l'esprit. Il ne pose pas le sujet sur un piédestal. Il préfère nous montrer du mouvement. Tout ça, c'est ce qui a certainement, je pense, pu séduire le Festival de la Peu d'Huez, où le film a reçu plusieurs prix, dont celui peut-être le plus important, le prix du public. Bon, alors côté interprète, là c'est un feu d'artifice. En tête, c'est Pauline Clément, qui est cette actrice qui est en train de faire sa première mise en scène. On a Laurent Stocker. Bon, vous allez voir qu'il est légèrement cocu dans le film. Il est merveilleux. Et aussi, on a Julien Frison qui est... Je vois pas qui c'est le jeune, celui qui rend Laurent Stocker cocu. Mais là, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le moindre machinot ou concierge est interprété par un grand. Par exemple, le début d'ailleurs qui sert beaucoup dans le film annonce. On voit Gallienne
En gardien qui refuse l'entrée parce qu'elle a pas trouvé son badge. On sait jamais, elle peut provoquer un attentat. Et puis on a la doyenne. On a Danielle Lebrun, alors en vieille actrice complètement shootée qui se rappelle quand elle jouait nue dans les années 68. Voilà, moi je trouve que la comédie française réussit un petit miracle, faire descendre Molière de son sac. D'ailleurs, le maître fera une apparition dans le film sous les traits de... Non, je vais pas dévoiler. Moi, je vous invite plutôt à aller voir ce film de la comédie française qui sortira au mois de juillet, j'espère sur de nombreuses salles. Donc voilà, pour ce film. Il y a pas mal d'avant-premières aussi en ce moment. Hein. Comme le récent L'objet du délit. Hein. C'est un film de troupe. Et quelle troupe ici, hein. Film choral, comme on dit, avec ce récit mouvementé du montage d'un classique sur scène, montrant les coulisses et les répétitions qui partent en sucette, hein, mais qui se rattrapera au dernier moment. Alors c'était Les Noces de Figaro lyrique dans le premier, L'objet du délit, et Macbeth dans la comédie française. Mais contrairement au film d'Agnès Jaoui, que j'avais trouvé un peu poussif, on n'a là que du burlesque léger, porté par une mécanique très réussie. Entre parenthèses, dans son film sur la problématique MeToo, dans le monde du spectacle, le message de Jaoui n'était pas très clair. Hein. Il renvoyait dos à dos les points de vue boomer et woke, entre guillemets. Ici, la crème des comédiens et comédiennes du français s'en donne à cœur joie dans cet exercice d'autodérision hilarant. Les deux metteurs en scène, ils sont très jeunes, la trentaine, hein, ils ont déjà pas mal travaillé chacun de leur côté pour la scène, le théâtre, le cinéma et la télé, mais c'est leur premier long métrage. Hein. On leur souhaite un grand succès populaire qu'ils méritent, hein, même si sa sortie mi-juillet n'est pas des plus stratégiques quand même. Hein. Oui, mais une sortie en été, hein, des fois ça peut fonctionner. Souvenons-nous, il y a 2 ans, Emilia Pérez, qui était sortie en plein mois d'août, avait bien fonctionné. Maintenant, tu nous parles d'un film dont j'ignorais l'existence, et qui s'appelle L'étrangère. Vas-tu nous en dire un peu plus sur ce film ? Je vais vous en dire un peu plus. Je résume un peu le pitch. Selma, elle a fui la Syrie de Bachar el-Assad en laissant derrière elle un garçon de 6 ans et un mari disparu dans les prisons du régime. Arrivée à Bordeaux après un périple dangereux, elle enchaîne les heures de travail au noir et va entamer un combat pour obtenir le droit d'asile afin d'accueillir son fils. Et elle va faire la connaissance d'un avocat pas du tout spécialisé dans ce domaine, mais qui se décide à l'aider. Alors, film qu'on pourrait qualifier de mineur sur la thématique des migrants réfugiés politiques sans papier, par rapport à d'autres qui vous emportent, comme le récent L'histoire de Souleymane ou Dipan de Jacques Audiard en 2015, sans doute tourné avec des moyens modestes, pas forcément bien éclairé, j'ai trouvé, et puis alourdi par une histoire sentimentale artificielle à laquelle on a du mal à croire, mais attachant quand même, en particulier grâce à son actrice principale bouleversante, moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Zahar Amir Ebrahimini. Alors sa figure tragique sublime tous les films où elle apparaît, même moyen comme Cette étrangère, et je veux dire un mot sur elle. C'est un des visages féminins connus du riche cinéma iranien en exil, avec celui de sa compatriote et complice Golshifteh Farhani. Elles ont par exemple partagé l'affiche de Lire Lolita à Téhéran l'an dernier. Et c'est une des voix de la contestation contre le pouvoir en place dans son pays d'origine, par ses prises de position et son art en tant que comédienne et réalisatrice. Alors j'ai vu qu'elle avait fui les coups de fouet des gardiens de la Révolution en 2008, accusés d'immoralité pour une histoire fabriquée de sextape. Ça rigole pas les sextapes là-bas. Les mollahs planquent les leurs dans des coffres sécurisés. Alors de nationalité française depuis 2017, elle éclate au grand jour à Cannes en 2022. Qu'est-ce que c'est que ce parasitage ? Où elle remporte le prix d'interprétation pour son personnage de journaliste menant une enquête sur l'assassinat de prostituées à Téhéran. Le film s'appelait Les Nuits de Massad, que j'avais trouvé très glauque, mais elle y fait merveille. Elle enchaîne les rôles depuis, et elle est même passée à la réalisation avec Tatami en 2024,
où elle est coach d'une jeune judoka de l'équipe iranienne qui veut se faire la malle lors d'un tournoi international. J'ai raté le tout récent Le Pays d'Artaud d'un réalisateur arménien sorti il y a quelques mois et passé en coup de vent dans les salles, où elle avait Camille Cotin comme partenaire. Très bon souvenir d'elle, je pense que tu t'en souviens Patrick, Les Survivants en 2023, où elle jouait là aussi une migrante illégale. C'est avec Ménochet. C'est oui. ça, afghane cette fois, voulant traverser les Alpes. Alors c'était assez violent. Moi, je pourrais peut-être lui conseiller de faire une comédie pour changer de registre. Mais est-ce qu'on imagine Irène Papas ou Anna Magnani tourner des films comiques? Je crois qu'Anna Magnani, on l'a tourné, mais Irène Papas, ça m'étonnerait. Alors, bon, pourquoi pas Zahar, Amir, Ibrahimini, c'est ça. Alors, elle a pour partenaire principal dans l'étranger Alexis Mananti, acteur habitué au rôle de personnage plutôt discret et taiseux, et qui a déjà à son actif des sacrés films, comme les Misérables, par exemple, Bâtiment 5, les deux sont de Lajli, ou Le Ravissement, aux côtés de Afsia Herzi. Et la copine de Selma, au restaurant où elle travaille, est interprétée par la jeune actrice impeccable Megan Northam. J'ai vu que c'était la future Cosette dans la prochaine adaptation de Victor Hugo prévue à l'automne. Et j'ai vu que Cotin et Laverne, ils jouent le couple Thénardier. Ça va être rigolo, ça, dans le futur film. Ça sort en automne, je crois. Alors voilà, L'étrangère ne restera pas forcément dans les annales, mais il est sincère, privilégie une approche que je trouve sobre, sans effet ni trop de dialogue explicatif, avec une grande attention portée au silence et au regard. Alors, il est nourri du parcours personnel de la réalisatrice, qui s'appelle Gaia Gigi, elle-même exilée syrienne, et le film est pétri d'humanité, c'est déjà ça. Et puis, je vais pas trop dire de mal d'un film tourné à Bordeaux, c'est pas si courant, et aidé à la production par la région Aquitaine. Bon, on ne voit guère le Bordeaux touristique lumineux, mais plutôt la ville montrée comme décor de l'isolement, avec les quais de la Garonne dans la pénombre et les petites rues sombres de Bordeaux. Le film sort en salle le 17 ou le 24 juin, je sais plus. Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage, je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Toi qui crois que je maîtrise ma vie, je la déréalise, et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu sais, la tendresse est mon guide, mais elle opère en terre aride. Ceux qui m'aiment ont le cœur solide, et l'amour des choses candides. Si la mesure nous fatigue, à se sauver on est rapide. Nos chevaux ont les débris, et on s'élance dans le vide. Si tu savais la haine qui coule
coule dans mes veines. Tu aurais peur si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu aurais peur si tu savais la haine qui coule dans mes veines. Tu aurais peur si tu savais la peine que je cache à l'intérieur. Isée, elle s'appelle, auteure, compositrice, interprète, qui perce petit à petit, notamment avec ce titre qui s'appelle Douce, qui avait été nominé aux Victoires de la musique 2024 et qu'on verrait bien chanter peut-être par Barbara aussi. Hein. Alors, ce morceau est utilisé en intégralité sur la scène finale du tout récent thriller d'espionnage français Mata, que j'ai pas trouvé vraiment réussi. Hein. Ça ressemble à un épisode du Bureau des légendes, mais en moins compréhensible. Bon, moi, les films d'espionnage, en général, c'est trop compliqué. J'y pige que dalle. Hein. Alors, l'actrice Aye Aïdira, en agent de la DGSE, elle est convaincante. Hein. C'était, souvenons-nous, la maîtresse de cérémonie à Cannes. Et elle est également en ce moment du casting de L'objet du délit d'Agnès Jaoui. Mais l'histoire de Mata, elle, est bien moins convaincante. Alors, mercredi dernier, moi, j'ai vu Fils de personne de Safi Nebou. Et pendant les 2 heures qui ont suivi la projection, j'étais assez remué par ce film, le sujet me touchant personnellement, mais après, je me suis dit que bon, le projet du film, c'est d'explorer la parentalité adoptive et les liens qui unissent ou non un enfant à sa famille. Alors le pitch du film, c'est à peine arrivé en France, le petit Mapring, 4 ans, perd sa nouvelle mère dans un accident de voiture et le mari, le père, Thomas, dévasté, se retrouve seul face à cet enfant avec lequel il n'a pas encore vraiment créé de lien, et il décide, donc le père, de retourner en Thaïlande, et c'est là qu'on comprend mal au début, pour retrouver sa famille biologique et lui donner une nouvelle chance. Ça, c'est ce que dit le synopsis du film. Alors, l'intention est assez louable, hein, celle de s'interroger sur la parentalité, mais le film m'a laissé une drôle d'impression, hein, et parfois même comme un mauvais goût dans la bouche. Parce que c'est quand même envisagé, hein, dans le film, la possibilité à un couple de rendre, et je mets le mot rendre entre guillemets, un enfant, comme si on allait au service après-vente d'un grand magasin après les fêtes de Noël parce que le cadeau n'a pas plu. Adopter en couple se fait forcément à 2. Le parcours de l'agrément pour l'adoption est tellement ardu, il est inenvisageable que seul l'un des 2 puisse en être le moteur exclusif. Et c'est ce qui serait un peu dit dans le film. On a l'impression donc que la mère, pendant ces quelques jours ou peut-être quelques semaines, a su créer quelque chose avec l'enfant et que lui, le père, est complètement en retrait de tout cela. Voilà, je trouve que ce film, avec cette idée-là, ça donne déjà une idée, enfin, ça donne l'impression que l'auteur n'a rien compris, absolument rien compris à ce que peut être une adoption. Bon, alors essayons d'oublier ça, hein. Essayons d'oublier le fond et voyons la forme. Voilà, ce ressort dramatique. Alors que je répète quand même, c'est là où on se rend compte quand même que ce ressort, il est destiné à provoquer une émotion plutôt justement qu'à refléter une réalité plausible. Les motivations donc restent floues ou mal développées. Ça nous empêche complètement, nous, en tant que spectateurs, de nous identifier aux problèmes qui sont censés rencontrer. Alors, l'émotion est bien présente, hein, parce que il y a des scènes qui ne peuvent que provoquer l'émotion, mais c'est quand même fabriqué, et ça, c'est gênant. Moi, j'ai l'impression que le scénario avait été construit juste pour avoir ces moments précis où on a ces grandes émotions. Il se retrouve dans la foule, il perd son gamin, va-t-il le retrouver, des choses comme ça. Bon, alors ce qui est quand même dommage, c'est que quand on a ces quelques-unes des petites scènes où on a, j'ai pas nommé l'interprète principal qui est Romain Duris, avec ce petit garçon, ce petit Thaïlandais, on a des scènes, des regards qui sont intéressants.
mais ce ne sont que des moments du film, et quand on les incorpore dans l'intégralité, on se dit, c'est des moments où on a essayé un petit peu de provoquer chez nous de l'émotion. Voilà, moi ce film, je l'ai trouvé, je l'ai pas trop aimé, parce que il a essayé de provoquer une réaction forte. Mais c'est bien ce que fait toujours le cinéma, quand même. Oui, d'essayer de provoquer des émotions. Oui, mais là. Mais toi, c'est l'arrière-fond que tu as. Parce que ce n'est pas possible. Okay. Alors, je demande pas au cinéma d'avoir des scénarios crédibles, mais là, quand on est devant une telle situation, pouvoir imaginer qu'à un moment, on puisse, comme ça, décider de repartir dans le pays, c'est pas dit de façon explicite, mais on le comprend bien, c'est, finalement, s'ils voulaient le reprendre, je leur laisserais ce qui est d'une aberration totale, puisque, lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière, l'enfant devient le fils de Romain Duris, et il peut pas abandonner un enfant. C'est situé contemporain. Oui, c'est tout à fait contemporain. Et puis on nous présente quand même. Alors on a des très beaux paysages, c'est de la Thaïlande, c'est très joli, mais on a aussi des réactions de certains Thaïlandais dans le film qui sont, j'espère, caricaturaux, et qui sont quand même pas très très jolis. On nous les montre comme certains comme étant des truands, voilà. Enfin bon. Bon, moi j'ai pas encore vu, mais alors moi il me semble que Romain Duris a un tropisme vers l'Asie et les rôles de père en difficulté, parce que dans le drame familial qui s'appelait Une part manquante de 2024, il était dans les rues de Tokyo à la recherche de sa fille que ne voulait pas lui confier sa mère japonaise divorcée. Je crois c'est vrai qu'il aime beaucoup l'Asie, je crois, Romain Duris. À toi maintenant de nous parler, justement On y reste en Asie. Oui, on y reste en Asie et au Japon, plus précisément. Avec l'illusion de Yakushima. On a Corey. Corey, c'est une jeune femme française. Elle est coordinatrice de transplantation cardiaque dans un hôpital pédiatrique japonais à Kobe. Et elle se bat pour que les jeunes enfants puissent bénéficier d'une telle intervention. Et parallèlement, elle recherche son compagnon, qui s'appelle Jim, photographe rencontré par hasard sur l'île sauvage de Yakushima, c'est à l'extrême nord du pays, et lui, il a disparu sans laisser de traces. Donc on a un double récit, plutôt simple, touchant, qui entrecroise l'intime et le professionnel, sans scénario complexe ni effet facile, et ce double récit se triple d'une ode à la nature sauvage, superbement filmée, qui ouvre et qui ferme cette histoire un peu teintée d'étrangeté. Et on peut même ajouter qu'il se quadruple par un aspect documentaire où est montré en détail le processus chirurgical de greffe cardiaque. Et là, je pense que c'est pas de la fiction. Donc, 4 films en un, finalement, on en a pour son argent. La perle du film, comme tous ceux où elle apparaît d'ailleurs, c'est Vicky Krieps, qui illumine cette histoire, impressionnante par son jeu subtil, comme d'habitude faisant passer des sensations et des sentiments d'un seul mouvement d'épaule ou d'un discret haussement de sourcils. Encore une qui peut jouer le bottin, comme on dit, à la manière d'une Isabelle Huppert, par exemple. C'est le nouveau long-métrage de Naomi Kawase, scénariste et réalisatrice japonaise, dont le travail, quand même assez confidentiel pour le grand public, a été pourtant multiprimé dans plein de festivals. J'ai seulement vu d'elle un magnifique Still the Water, ça datait de 2014, qui mélangeait aussi également amour et mort finalement, et déjà ode à la nature, comme l'est partiellement cette Illusion de Yakushima. Alors pourquoi ce titre qui parle d'illusion d'ailleurs ? Peut-être parce que cette rencontre et cette histoire d'amour avec le jeune photographe nippon apparaît comme une parenthèse enchantée, onirique, dans le quotidien professionnel difficile et chargé de tensions de Corey. Est-ce qu'elle n'a pas finalement fantasmé cette histoire idyllique ? Je le comprends comme ça, Le don d'organes, il est très peu pratiqué au Japon et ça reste une problématique taboue. C'est une des thématiques importantes du film. On a à un moment une conférence donnée par Corey au
au personnel hospitalier avec statistiques et explications. Le cœur, par exemple, est considéré comme un organe sacré dans la tradition du Japon. Et cet aspect-là du film est vraiment très intéressant. Alors ce sujet délicat de la transplantation d'organes, côté donneur et leur famille ou côté receveur, a déjà été traité dans plusieurs longs métrages comme ressort dramatique puissant. C'est par exemple le cas dans 21 grammes du Mexicain Alejandro Iñárritu en 2003 et puis du magnifique Réparer les vivants en 2016 de Catel Quilivere qui était tiré d'un roman à succès. Alors côté documentaire, il y a Karim Dridri a suivi à l'hôpital de la Timone à Marseille 3 enfants et leurs proches en attente de greffe dans le poignant film qui s'appelait Revivre, sorti il y a 2 ans. Enfin, sans être central dans d'autres récits de fiction, mais donnant lieu à des scènes fortes et bouleversantes, le sujet apparaît brièvement dans La Chambre du Fils de Nanni Moretti en 2021 et dans le récent film palestinien Ce qu'il reste de nous. Dans les 2 cas, ça m'a laissé des souvenirs marquants. Alors on peut voir cette illusion de Yakushima fortement recommandée et elle affiche dans une semaine comme un film sur le care, comme on dit, c'est-à-dire sur le fait de prendre soin des autres, en particulier des plus faibles, enfants, individus fragiles, malades ou handicapés, personnes âgées. L'hommage indirect rendu dans ce film à des protagonistes professionnels situés dans cette thématique de bienveillance m'a fait penser à un autre vu récemment et qui ne sortira qu'au mois d'août. Il s'agit de Soudain, qui nous parle d'EHPAD humaniste et qui a valu à Virginie Efira un prix d'interprétation partagé au dernier Festival de Cannes. Alors, la connexion entre les 2 films dans mon esprit vient sans doute aussi du fait qu'il s'agit de 2 longs métrages japonais avec chacun une actrice principale européenne. On reparlera de ce Soudain une autre fois quand il sera sorti. What a day this has been, what a rare mood I'm in. Why, it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. Why, it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I would swear I was falling, swear I was falling, almost like being in love. What a day this has been, what a rare mood I'm in. Why, it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. Why, it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when the bell starts to peal, I would swear I was falling, swear I was falling, almost like being in love, 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 almost like being in love. 2 minutes et tout est dit. Ça c'est bien, des morceaux de 2 minutes. On aime les morceaux courts, les films courts. Dean Martin, là il est pas avec comment il s'appelait? Sinatra, alors. Non, mais Jerry Lewis. Parce que oui, il a commencé comme ça. Oui, Dean Martin. Alors, crooner et acteur des années 50-60, d'origine italienne, et en effet, il a commencé sa carrière en duo comique avec Jerry Lewis. Et puis, il a mené de front ses 2 activités de chanteur et de comédien, un peu comme son pote Sinatra d'ailleurs. Et j'ai vu qu'ils étaient tous les 2, lui aussi, très proches de la mafia italo-américaine. Alors, on peut retenir quand même ses rôles dans au moins 3 classiques. Il y a Comme
un torrent de Vincente Minnelli en 58, avec justement Sinatra et Shirley MacLaine. La même année, le Bal des Maudits, film de guerre où il donne la réplique à Brando et Montgomery Clift. Dmitrick, le film. Ouais, Dmitrick. Edward Dmitrick. C'est vrai. Et un an après, Rio Bravo quand même de Howard Hawks aux côtés de John Wayne. Où il joue un ivrogne. Oui, c'est ça. Ouais. Citons aussi Embrasse-moi idiot de Billy Wilder en 64 où il devait avoir pour partenaire Marilyn remplacé par Kim Novak. Alors ce jazzy Almost Like Being in Love, presque amoureux, qu'on vient d'écouter est placé dans la BO du thriller musical Le Virtuose dont Patrick nous a dit tout le bien qu'il en pense tout à l'heure. Oh toi aussi, t'en as dit beaucoup de bien. Est-ce qu'on va en dire autant de ce film à grand spectacle, appelons-le un blockbuster. Alors c'est français, oui. Premier volet. Alors c'est un diptyque quand il y a 2 numéros, 2 opus qui se concentrent là sur les années 1940 à 1942. Le titre du film, c'est De Gaulle, l'âge de fer. Alors la bataille de Gaulle. La bataille de Gaulle. Ouais, la bataille. Oui, il faut respecter la bataille de Gaulle, sous-titrée L'âge de fer. Alors, fresque historique qui va suivre un homme, d'abord un homme seul, contesté de toutes parts, autant bien sûr par les soutiens du maréchal en France, du maréchal Pétain, comme aussi ceux qui l'accueillent, d'abord les Britanniques, et puis aussi on verra des rapports très compliqués avec les Américains. Alors, c'est vrai que De Gaulle n'a ni armée, ni véritable légitimité. Il avance, on pourrait presque penser à un Don Quichotte, militaire pour les uns, parce qu'il avait quand même un grand de la Première Guerre mondiale, traître pour ceux qui sont restés fidèles au régime. Le film pourtant évite l'hagiographie et montre derrière la raideur du personnage, quand même quelques fragilités et quelques doutes. Alors pour interpréter ce De Gaulle, un rôle qui est toujours quand même impressionnant, je pense, pour les acteurs, eh bien, c'est Simon Abkarian, que j'ai trouvé assez impressionnant. Ouais. Et là, impressionnant parce qu'il a refusé, il n'y a pas d'imitation, moi, je parlerais plutôt d'une incarnation. Il incarne De Gaulle. Alors, on le voit avec ce mouvement de bras là, de haut en bas avec la main là. Vous le voyez pas, bien sûr, là, ce que je suis en train de mimer. Bon, on retrouve des mouvements de Gaulle, rigide, oui. Aussi. Alors, souvent, quand on est devant un film à grand spectacle, on peut se retrouver avec une certaine lourdeur, un côté démonstratif, et puis des fois c'est un peu difficile à digérer. Là, moi j'ai trouvé que c'était pas mal foutu. Bon, souvent, enfin pas souvent, mais là difficile de faire des ellipses. Quand on doit parler d'un film de guerre, des moments de guerre. On ne peut pas éviter de dire et de passer un carton en disant tiens, il y a eu la bataille de Bir Hakeim. Non, là Bir Hakeim d'ailleurs qui est bien plus. Au début, on peut penser que c'est un simple nom de station de métro lorsqu'on va visiter la Tour Eiffel, mais c'est vraiment cette bataille qui s'est située dans le désert libyen au sud de Tobrouk pendant 16 jours. Cette brigade qui deviendra la future première division française libre. Et un taxi pour Tobrouk, c'est cette période-là? Oui, c'est cette période-là, sauf que là, on est dans une comédie. Mais là, donc, cette troupe, commandée par le général Koenig, interprétée par Magimel, il va résister aux forces combinées italiennes et allemandes. C'est quand même à la tête, c'est l'Africa Corps, c'est Rommel, où ils sont quasiment 10 fois plus. Ils vont tenir 16 jours pour donner la possibilité aux Anglais de se retirer. Voilà, aux Anglais de se retirer. Donc c'est un film à grand spectacle, mais aussi c'est un film d'histoire. Et c'est notre histoire qui le remet en perspective avec une clarté peut-être que l'école n'a pas toujours la possibilité de nous transmettre. Et là, je trouve que c'est déjà bien pour un film. Par exemple, le film nous explique sur ce qu'a été l'attaque de Mers el-Kébir, donc au mois de juillet 1940, quand la Royal Navy va bombarder une escadre française qui était stationnée dans le port de Mers el-Kébir, justement en Algérie. Une attaque britannique qui
qui survient quand même juste une quinzaine de jours après l'appel du 18 juin et une semaine avant que Pétain prenne les pleins pouvoirs. Ce sera, et là on le voit bien dans le film, un traumatisme il a pas durable. aimé De Gaulle, ça. Hein. Personne, ni l'armée française, même que ce soit celle restée en métropole, ou celle engagée dans la France libre. Ça nous rappelle aussi peut-être des moments, on en avait entendu parler, je me souviens de l'amiral Darlan. Oui, moi j'avais oublié celui-là. Mais là, on nous montre quand même quelqu'un qui est toujours qui est un militaire, qui est toujours resté fidèle, de ceux qu'on a appelés du mauvais côté, hein. C'est après c'est à la fin de la guerre qu'on dit quels sont les bons et les méchants. Donc, lui, il était resté côté Vichy, récupéré par les Américains et finalement assassiné à Alger un 24 décembre, donc la veille de Noël, par un jeune Français, Fernand Bonnier de la Chapelle, que l'on suit dans le film. On voit son évolution entre le moment où il est sur Paris et l'arrivée des Allemands et jusqu'à la fin lorsqu'il sera fusillé. C'est qui l'acteur déjà là le jeune acteur, je n'ai plus en tête. Un des trois, là, ils sont frères et trois frères, je sais plus. Non, c'est pas les frères Schneider là. Ah si, c'est pas Schneider. Non. Schneider, c'est un des militaires, je sais plus quel militaire. Ok, t'as raison. Oui, je pars du principe que j'ai toujours raison. Donc un film consacré à une période vraiment décisive pour la France, comme pour le monde également. Bon, maintenant, moi, je vais attendre quand même la deuxième partie. J'avais pas trop envie au début d'aller voir le film, et finalement, j'ai trouvé que c'est quand même pas mal foutu. Et j'ai bien aimé ce côté explicatif, ce cours d'histoire. Alors, est-ce que tout est vrai, tout est faux? Est-ce qu'il y a des moments romancés? On espère que c'est vrai quand même. Oui, les grands morceaux sont vrais. Après, on peut envisager dans les dialogues, par exemple, que peut avoir avec Churchill. Avec Churchill est remarquable cet acteur. On se demande à un moment donné s'il va pas exploser dans le film d'une coquetterie. Et d'une coquetterie élégante ou élégance coquette, je sais pas, mais là on a des très bons morceaux et puis on a des grands moments d'humour de ce personnage. Et toi? Oui, moi du grand spectacle et pédagogique, enfin du moins pour moi, qui n'avait pas en mémoire tous les détails du périple de Gaulle et de la difficile mise en place de l'offensive contre l'Allemagne au début des années 40. On le voit en particulier en Afrique, dans les colonies. Et puis c'est vrai que ce traître Darlan m'était sorti de l'esprit aussi. Donc un cours d'histoire en accéléré, et mieux en tout cas que le blockbuster martial que je redoutais à la gloire du général. Alors, plaisir non dissimulé de voir interpréter sur grand écran des personnages historiques mythiques, Churchill, Roosevelt, Pétain, Moulin, Leclerc, avec une pléiade d'acteurs de talent, même si certains en font des tonnes. Alors, Simon Akbarian, c'est vrai qu'il singe pas son modèle, il est vraiment bluffant. Et moi, j'y ai vu, évidemment, clin d'œil, je sais pas, voulu ou non, de faire interpréter l'ennemi de Pétain par un acteur d'origine arménienne, comme l'était le résistant Manouchian de la fameuse Affiche rouge, fusillé par la milice du maréchal, et je crois que Simon Akbarian a joué même Manouchian. Bon, alors des effets quand même. Cet acteur, moi je me souviens dans la série comique qui était Kabul Kitchen, où il était inanérable là. Mais attends, comique et tragique là, il est. Alors des effets très voyants quand même, d'images. Alors drone, en veux-tu, en voilà. Scène de bataille avec moult trucage numérique sans doute. Et puis aussi le son, une musique quand même envahissante accompagne les scènes d'action comme celle intimiste. Mais bon, le tout est très efficace. On peut dire ça à l'américaine, film de mec quand même, forcément, l'époque voulait ça. On a bien mis par-ci par-là quelques personnages féminins, mais c'est pour dire. C'était aussi le cas d'ailleurs du Chant du loup, thriller sous-marin testostéroné du même réalisateur Antoine Baudry, dont c'était le premier long-métrage en 2019 avec François Civil. Alors j'ai vu que ce Antoine Baudry, il a aussi été diplomate et créateur de BD. Il a fait Quai d'Orsay, le portrait déguisé de la période Villepin, dont il a signé l'adaptation scénaristique pour le film de Bertrand Tavernier. Bon, moi j'irai sans doute voir le deuxième volet du diptyque en salle le 1er juillet. J'écris ton nom, c'est ça oui, ça s'appelle référence à Éluard, je suppose.
Alors, Maspalomas. Ah, ben moi, je suis jamais à la Maspalomas, c'est dans les Grandes Canaries. Vicente, c'est un homosexuel de 70 ans bien tassé, récemment largué par un compagnon plus jeune, et il savoure sa liberté de nouveau célibataire dans l'univers hédoniste de Maspalomas, donc, où il passe sa retraite avec quelques amis. Apparemment, c'est une sorte d'enclave espagnole gay, lieu de fête et de drague effrénée, un genre de Mykonos ou Ibiza, où il se sent comme un poisson dans l'eau. L'affiche du film le montre ravi, en train de regarder de jeunes hommes dans un décor de plage ensoleillé. Mais, lors d'un ébat torride, un accident de santé va le terrasser. Ellipse, on comprend qu'il y a eu répatriement dans sa région d'origine, au Pays Basque, où sa fille, pas vue depuis très longtemps car il était en froid avec elle, le place dans une maison de retraite. Aïe! Eh ben, ça va être la débandade, au propre comme au figuré. Maspalomas, adieu! Dans son nouvel environnement moins fêtard, moins libertaire et plus hétéromachiste, Vicente va retourner au placard, taisant son homosexualité pourtant débridée dans son ancienne vie. Contraste surligné par l'image lumineuse et colorée au début, maintenant sombre et terne. À partir de là, on va en apprendre un peu plus sur ce personnage et son histoire. Et que va-t-il devenir? Eh bien, je ne dirai pas. Il faudra aller le découvrir en salle à partir du 24 juin. Un portrait intime, profondément humain, centré sur les émotions et qui explore sans tabou la sexualité homo du troisième âge, tout comme le faisait d'ailleurs le récent Rue Malaga, côté hétérosexualité féminine d'une septuagénaire, avec Carmen Maura qui sont donnés à corps joie. Alors, attention quand même, durant les 15 premières minutes, on est à Sodome et Gomorrhe. Sexe homo plutôt graphique, à la Pillion, pour ceux et celles à qui la référence parle, c'est-à-dire assez raide quand même. On n'est pas loin de voir de la quéquette dressée, comme c'était parfois le cas dans Pillion, ou l'Inconnu du lac. Mais ça va pas jusque-là. T'as vu, Patrick, j'ai dit quéquette au lieu de bite. C'est plus joli et ça choquera moins notre auditoire aux oreilles fragiles. Alors que cela soit rassuré, pas de vieille quéquette turgescente à l'horizon dans Maspalomas, donc de la nudité masculine, oui, avec des fesses, plus ou moins flasques, mais c'est tout. J'ai trouvé peut-être, moi, un poil excessive cette représentation stéréotypée d'une sexualité gay exacerbée, insistant sur des scènes crues où des mecs s'envoient en l'air avec des anonymes dans des endroits un peu sordides. Le réalisateur présent à l'avant-première, Gay lui-même, a répondu à ma question à ce sujet en disant qu'en 2026, les spectateurs étaient matures et comprenaient ce genre de représentation. Alors, moi je veux bien, mais sans être pudibond, je pense que ça peut aliéner une partie du public. Moi j'ai bien senti que la personne avec qui j'ai vu le film était au bord de quitter la salle. Bon, moi je comprends qu'au cinéma, la monstration insistante des bas sexuels, quel qu'il soit, c'est de plus en plus courant quand même, et pas forcément justifié scénaristiquement parlant, elle peut déplaire à certains spectateurs ou spectatrices au bout d'un moment. Tiens, dans le même genre, Patrick, tant que j'y suis, j'ai remarqué qu'on trouve dans le cinéma contemporain de plus en plus souvent des scènes où les protagonistes sont montrés aux toilettes ou alors en train de se brosser les dents. L'hygiène et les besoins corporels se dévoilent maintenant sans pudeur à l'écran. Alors, sans doute pour imprimer davantage de réalisme aux personnages, j'imagine. Autrefois, les héros et les héroïnes de celluloïd ne faisaient jamais pipi ou caca et ne se lavaient jamais, sautant du lit, maquillés et peignés, la vessie vidée hors champ. Bon, là aussi, on peut trouver ce réalisme démonstratif superflu parce que pas forcément utile au récit, voire gênant. Je referme la parenthèse et je reviens à Maspalomas, mais tu voulais rajouter... Mais souvenons-nous quand même que Lino Ventura se rasait dans Les Tontons Flingueurs. C'est vrai. On le voyait en train de se raser. Mais c'était rare. Oui, là, le brossage de dents et pipi aux toilettes, on le voit assez systématiquement dans les films. Alors, interprétation habitée
sans jeu de mots, de l'acteur José Ramón Soroiz en Vicente. Goya, inattendu à la clé, c'est-à-dire l'équivalent espagnol de notre César du meilleur acteur, sans doute mérité parce qu'il est vraiment super dans ce rôle. Il donne de son corps et puis il imprime en plus à son personnage un côté optimiste, réjouissant, malgré un certain tragique. On n'est pas loin du feel-good movie finalement. Alors c'est presque un petit nouveau, j'ai vu que sa filmographie n'était guère étoffée, et le film a été gratifié de 9 nominations en tout, et il a eu un beau succès dans son pays. Le réalisateur de Mas Palomas s'appelle José María Goenaga, avec comme complice Aitor Arregui, et tous les deux basques. Leur précédent long-métrage de 2024 était déjà un bijou, c'était Marco, l'énigme d'une vie, l'histoire réelle incroyable d'un imposteur mythomane s'étant fait passer très longtemps pour un survivant des camps nazis, allant jusqu'à devenir président d'une association d'anciens déportés espagnols et finalement démasqué. Alors décidément, je trouve que le cinéma d'au-delà des Pyrénées nous envoie de belles cartes postales depuis quelque temps. Alors je parle pas des tout récents autofiction ou l'être aimé, de triste mémoire pour moi, mais de choses comme Sirat, Cervantes avant Don Quijote, Los Tigres, Romeria, Los Domingos ou Sorda. Ça fait pas mal, Alors je rajoute ce Mas Palomas qui sort en France dans une quinzaine de jours, à la liste des réussites Iber, avec la réserve déjà signalée que sa première partie pourrait s'avérer délicate pour un public non averti. I feel better, so much better, since I laid my burden down. I feel better, so much better, since I laid my burden down. Glory, glory, hallelujah, since I laid my burden down. Glory, glory, hallelujah, since I laid my burden down. I'm going home, I'm gonna live with Jesus, since I laid my burden down. I'm going home, I'm gonna live with Jesus, since I laid my burden down. Oh, glory, 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 hallelujah, since I laid my burden down. Glory, glory, hallelujah, since I laid my burden down. Glory, glory, hallelujah, since I laid my burden down. Glory, glory, hallelujah, since I laid my burden down. I'm going home, gonna live with Jesus, since I laid my burdens down. I'm going home, I'm gonna live with my Jesus. I done laid my burden down. I'm gonna go, hallelujah, since I laid my burden down. Glory, glory, hallelujah, since I laid my burden down. Glory, glory, hallelujah, oh, I laid my burden down. Glory, glory, hallelujah, since I laid my burden down. I laid 'em down, I laid 'em down. I done laid my burden down. I done laid it down. I laid my burden down. I'm singing glory. Ouais, Rhythm and Blues façon gospel, avec ce Glory Glory, Dyke and Tina Turner en 74, entendu sur le générique de fin de Projet Dernière Chance, film de science-fiction récent,
peut-être encore à l'affiche d'ailleurs, hein, où Ryan Gosling tente de sauver la Terre avec l'aide d'un extraterrestre ridicule et dont on vous a épargné la critique car elle aurait été méchante. Mais qu'est allée faire Sandra Hüller là-dedans? Oui, l'actrice allemande d'Anatomie d'une chute qui tente apparemment une carrière dans les blockbusters américains. Alors la flamboyante Tina Turner a eu une petite carrière au cinéma quand même, apparaissant dans plusieurs documentaires et aussi quelques fictions, notamment le film musical Tommy de Ken Russell, c'était la Acid Queen, ou alors Mad Max 3 de George Miller, tous deux rôles pas mal allumés. Je me demandais s'il existait un biopic retraçant sa vie mouvementée. Oui. Ah, Si, il y a un film. D'accord. Alors, où je confonds avec la comédie musicale. Je sais qu'il y a une comédie musicale qui s'appelle Tina. D'accord. Mais le film, là, j'ai un doute, mais la comédie musicale, je sais même lors d'un dernier séjour à Londres, elle était dans un Peut-être théâtre. ça a été tourné en film, parce qu'elle a une vie incroyable, elle. Hein. Oui, on l'a annoncé en début d'émission. Elle n'est plus avec nous derrière les micros dans le studio, mais elle continue à nous envoyer des petits reportages, des petits micro-trottoirs. Bien sûr, c'est Céline Thibault qui là a rencontré une jeune spectatrice. Bonsoir les Mouvisiens et les Mouvisiennes, me revoici et je suis ce soir vendredi 5 juin à la sortie d'un cinéma du côté de Talence où je vois une jeune femme qui accepte donc de nous parler d'un film dont elle sort, Scary Movie ou film de peur pour le titre québécois. Le premier, il est sorti en 2000 et là, on est 13 ans après le précédent. Le réalisateur de ce nouveau volet, c'est Michael Tidus, un Américain, et bien sûr, toute la série est devenue culte. Alors, comment vous vous appelez? Bonjour, alors moi je m'appelle Emila. Merci beaucoup Emila d'avoir accepté de cette petite interview à la sortie donc de ce Scary Movie. Mais c'est le combien là? Alors c'est le 6e volet, effectivement, avec le premier qui est sorti en 2000, il y en a eu 5 et après il y a eu une certaine pause, 13 ans si je me trompe pas. Et du coup le dernier est sorti cette année. Vous les avez tous vus? Évidemment. C'est une saga culte pour moi en tout cas, les Scary Movie, c'est une de mes sagas préférées. Alors justement, Scary Movie, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Quel est le concept? Alors, Scary Movie, le concept, c'est que c'est une parodie. Donc c'est un film qui va venir parodier plein de films différents qui vont du style de l'horreur jusqu'au drame, à l'action. C'est vraiment très, très vaste. Voilà. Ah oui, ce ne sont pas seulement des films d'horreur qu'on pourrait laisser présager le titre. Et non, même si c'est souvent sur les posters Scream, avec son masque du coup Ghostface, qui est présent. Donc on pourrait croire que c'est que une parodie de film d'horreur, mais pas du tout. Parce que j'ai lu en effet qu'alors que là, justement sur ce dernier volet, il y a, et même sur d'autres, il y a eu entre autres là The Substance, Évanoui, qui eux sont vraiment des films d'horreur récents, et qu'il y a également des films cultes mais très anciens. Par exemple Halloween, tous les Scream bien évidemment, mais même E.T. Voilà, donc ça touche tous les genres et toutes les époques. Exactement. D'accord. Qu'est-ce que vous avez pensé plus spécialement de ce volet numéro 6? Positif, négatif? Ce dernier volet, je l'ai trouvé drôle par moments, mais un peu trop appuyé, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de références qui se mélangeaient en même temps. C'était pas comme les autres Scary Movie où c'était beaucoup plus étalé dans les références. Là, il y en avait limite 10 toutes les 10 secondes. Donc c'était trop condensé. C'était trop condensé. Ils auraient dû plus s'étaler sur d'autres films, on va dire, et plus faire une parodie axée sur certains films. Mais après, il n'y avait pas eu que des films qui ont été parodiés aussi. Il y a eu des références, notamment sur TikTok, etc., qui ont été reprises. Exactement. D'accord. Et du coup, quel est votre préféré et pourquoi? Oula, question très compliquée sur les Scary Movie. Je pense que mes Scary Movie préférés sont les 2 premiers parce que je ne peux pas faire de choix. J'aime les 2 premiers tout autant l'un que l'autre. D'accord. Et alors, vous parliez tout à l'heure de référence également à TikTok. Est-ce qu'on doit comprendre que c'est vraiment en direction de la Gen Z?
J'ai envie de dire que oui, quand même si beaucoup de films, plutôt anciens ont été quand même, parodiés. Oui. Comme par exemple Souviens-toi l'été dernier, Scream, Halloween. Il y a beaucoup de films aussi récents qui ont été parodiés, mais également beaucoup de références qu'on va retrouver, sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, sur des choses, qui se passent actuellement. Donc oui, on va dire qu'il faut être à la page, sur tout, ce qui se passe autour de nous, notamment, sur les plateformes, Et en plus cinéphile, donc, vu la somme de parodies qui sont faites. Exactement. D'accord. Bon, eh bien, je vous remercie. Juste, vous pensez qu'il y aura une suite encore? Ah, la question. Un numéro Mais 7? il se trouve qu'après, les crédits, ils ont, il y avait une suite encore. Ah, au générique. Au générique, après, le générique, il y a eu une petite suite où on voyait une parodie de Nosferatu. Donc, il y a fortement moyen qu'il y ait un autre volet qui sorte dans les années qui arrivent. D'accord. Bon, eh bien, vous serez au rendez-vous, j'imagine? Bien sûr. Et ils ont aussi probablement annoncé, pour ceux qui ont la référence, White Chicks 2. Voilà. D'accord. Un petit spoil, donc, de votre part. Merci beaucoup, Emilia. Bonne soirée. Merci, Céline, pour ce micro-trottoir à la sortie d'une salle de cinéma. Scary Movie, moi, j'en ai vu aucun. Toi, tu connais un petit peu tout ça? Moi, j'ai pas vu celui-là, mais pour contextualiser un peu, je vais quand même dire quelque chose à propos de cet objet cinématographique à succès, mais majoritairement vilipendé par les critiques. Alors j'ai regardé sur Allociné, 2,4 sur 5, et côté spectateur, 2. Un score très bas qui m'a étonné. En plus, c'est rare que la note statistique des spectateurs soit plus basse que celle des critiques, en général plus sévère. Alors, ultra référencé, ce Scary Movie 6, quand même, d'après ce qu'on vient d'entendre. Je n'ai sans doute pas toutes les références pour vraiment apprécier la parodie, et j'imagine que toi encore moins, Patrick, parce que peu féru du genre horrifique, même au second degré. Bon, c'est bien, on sous-traite, comme ça on n'aura pas à aller le voir. Bon, un mot quand même sur le trio coupable de la chose, dont je connais un tout petit peu le travail plus ancien. Derrière tout ça, il y a les frères Wayans, Marlon, Sean et Keenan, ces 3 Afro-Américains qui sont très populaires aux États-Unis, producteurs, scénaristes, réalisateurs et acteurs de leur comédie à l'esprit potache, qui se moquent de différents genres cinématographiques, l'horreur donc, avec ce Scary Movie, mais aussi le polar, avec FBI pour Fausse blonde infiltrée, ou encore 50 nuances de black, ou encore Ghostbusters, gros clin d'œil à Ghostbusters évidemment. Tous ne sont pas sortis en France, Dieu merci. Finalement, moi j'ai vu Scary Movie 1 et aussi Fausse blonde infiltrée 1 qui date du début des années 2000, et je dois dire qu'ils font pas dans la dentelle, avec leur succession de sketchs faisant souvent référence à la pop culture black américaine en fait. Alors c'est le genre régressif, tendance pipi caca, allusion sexuelle graveleuse, assez trash sans filtre, assumé. Alors notre équivalent hexagonal serait peut-être les irrévérences des nuls ou de Groland plutôt, qui sont sans doute plus incisifs, voire plus politiques et moins polissés grand public. Alors, les 3 frangins, ils ont récolté une multitude de Razzies. C'est la parodie des Oscars qui récompense les pires productions hollywoodiennes en mode autodérision. Par exemple, Sylvester Stallone a par exemple récolté 3 Razzies dans sa carrière du pire acteur. Alors, certaines, il paraît, viennent les chercher, mais la plupart, honteux, ne viennent pas. Alors, oui. Je pense que ça doit être assez compliqué de dire tiens ça c'est le plus mauvais film que j'ai vu parce que il y en a tellement. Oui, mais c'est comme les palmes, faut oui, mais je trouve que c'est quand même le plus pire facile. du pire. Le pire du pire, ça dépend. Il y a des films qui sont ennuyeux, il y a des films qui sont vulgaires. Tu vois, c'est un peu compliqué. Voilà, ça s'appelle les Razzies. Les Razzies, c'est pour Raspberries, et on a raccourci en Razzies. Mais je pense
Ouais, c'est une idée. Peut-être pour la prochaine saison. No Races. Non. Nous aurons Non, aussi. C'est pas notre ligne éditoriale. Alors, le cinéma, j'en reviens aux frères Wayans, hein, se voudrait un peu dans la lignée de celui de Mel Brooks des années 70-80, mais beaucoup moins subtil et beaucoup plus vulgaire, revendiqué. Hein. Mel Brooks qui va fêter cette année ses 100 ans. 100 ans, oui. Alors, ce cinéma des frères Wayans s'apparente plutôt au film d'un autre trio spécialisé dans le cinéma parodique déjanté. C'est ce qu'on appelle les Zaz, pour Zucker, Abrahams, Zucker, ceux qui ont commis la série Y a-t-il? Oh, Un pilote dans l'avion. Oh, c'était bon quand même. En 80. Ouais, mais après, un flic pour sauver la reine, un flic pour sauver Hollywood, un flic pour tuer ma femme, etc. Et d'autres franchises aussi, comme celle des Hot Spots. On a eu nos 7e compagnie aussi. On a eu, on a eu plein de choses. Les Charlots. Bon, j'ai vu que ces Zaz ont d'ailleurs signé les Scary Movies 3 et 4. Bon, ça marche au box-office, surtout auprès du public populaire américain. Donc, les franchises font périodiquement des petits, hein, mais à mon avis, enfin, je trouve que c'est davantage du business que du cinéma, l'exploitation d'un filon juteux jusqu'à la corde. Alors, leur 6e opus de Scary Movie peut sans doute se voir ou pas, comme parenthèse régressive pour cinéphiles d'obédience, film de genre, pas trop regardant. N'empêche que sur le territoire national, il a fait plus d'entrées que De Gaulle en première semaine d'exploitation. La honte, la France des valeurs éternelles est fichue, moi je te le dis. Allez, on continue notre movies en essayant de ne pas être trop scary. Avec quoi ? Alors, je termine. Tu veux revenir? Oui, je veux juste revenir, puisque bon, ces films font des entrées et il ne faut jamais oublier que sur chaque billet de cinéma, une partie sert au fonds de soutien à financer. Donc, mieux vaut qu'il y ait des spectateurs que personne dans les salles. Alors c'est vrai, c'est toujours dommage que certains films passent un petit peu. Bon, mais moi je juge pas. Hein, je dirais, ça correspond à un goût de bon, alors passons à cette deuxième couche. Qu'est-ce que tu as, toi, dans ton escarcelle? Moi, j'avais l'embarras du choix, alors que toi, t'as eu du mal à trouver le deuxième couche. J'ai beaucoup de difficultés à trouver des films... Moi, j'en ai sélectionné 4. Histoire parallèle, Hitchcock revisité par le réalisateur iranien Asghar Farhadi, avec un casting français de luxe. Moi, j'ai marché à fond, mais c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Obsession. Petit film horrifique américain. Qui marche bien. Ouais, minimaliste, très efficace. Et en effet, il casse la baraque aux États-Unis et aussi en France. J'ai vu par exemple que la semaine passée, le nombre de spectateurs par séance est le plus élevé pour ce film-là, avant De Gaulle, avant etc. Hein. Et j'ai beaucoup aimé Le garçon qui faisait danser les collines, un feel-good movie qui nous vient des Balkans, de Macédoine plus précisément, où un jeune garçon de ferme cherche sa voie grâce à la musique face aux traditions paternalistes, sans oublier l'abandon. Le compte-rendu factuel des derniers jours de Samuel Paty, d'où on ressort chargé d'émotion et de rage aussi. Comme tu l'as dit, de mon côté, bien la plupart des films que j'ai aimés... Je me disais Prada, peut-être. Tu l'avais un peu défendu. Prada, oui, je l'avais défendu. Ce sera peut-être l'occasion... J'en reparle après. On va regarder plutôt le viseur. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Quels sont les films qu'on aurait envie d'aller voir? Alors, moi, il y en a un, là, qui sort ou qui va sortir, le dernier Dupieux. Donc, il doit faire juste 1h01 pour être considéré comme un long métrage. Ça s'appelle Le Vertige. Alors, il a fait un choix esthétique, c'est-à-dire que d'utiliser des personnages façon Sims, vous savez, des années 80-90. C'est vilain, hein? En tout cas, le film annonce ne m'a pas du tout donné envie d'aller voir ce film, mais peut-être que pour moi, ça sent le foutage de gueule, mais je connais des inconditionnels de Dupieux. Hein. Alors moi, Dupieux, il y a des films, par exemple, je me souviens de Dali que j'avais bien aimé. L'accident de piano aussi, je trouvais l'idée était intéressante. Où j'avais moins aimé, vraiment, c'était Fumer, je ne sais plus ce que ça faisait. Fait tousser. Voilà, il y en a
y a d'autres films de Dupieux que j'ai trouvé un petit peu du foutage de gueule. Alors, il y a The Christophers. Ouais. The Christophers, ce film de Soderbergh. On aime bien Soderbergh. Oui. Il est très prolifique, hein, le dernier. Éclectique aussi, il fait de tous les genres. C'était The Insider, hein, le dernier. Et ça se déroule dans le milieu de l'art londonien et ça a l'air intéressant. Moi, j'ai noté aussi peut-être une année italienne, parce qu'on voit assez peu de films italiens sur nos écrans français. Hein. L'année du bac d'une jeune Suédoise arrivant à Trieste dans une classe uniquement masculine. Amour et amitié adolescente, j'imagine, faut voir. Et alors, on peut quand même le dire, Patrick, d'un commun accord, on a décidé de pas faire de révélation au grand jour de notre avis sur Disclosure Day de Spielberg pour ne pas faire de la peine à Steven, qu'on aime beaucoup. Alors ça, c'était pour les films qui sont à l'affiche. Oui, alors ça va être le moment de profiter pour les films qui vont sortir. Attends, bientôt. je voulais en citer d'autres qui sont bientôt à l'affiche, qui sont pas encore. Par exemple, Backrooms, celui-là je l'attends. Sensation horrifique, dans la lignée d'Obsession, cité en deuxième couche, hein, par un vingtenaire Yankee issu de YouTube et avec l'actrice norvégienne ubiquitaire Renate Reinsve, qui semble être partout. Hein. Elle est dans la Palme d'Or de cette année Fjord. Ulysse, rien à voir avec l'Odyssée à venir. Hein. C'est le nouveau film de Laetitia Masson et le prénom d'un petit garçon atteint d'un handicap génétique dans un drame familial avec Élodie Bouchel. Toy Story, tu es Toy Story, toi? L'opus numéro 5. Non. Bon. Woody et Buzz vont devoir faire face à des jouets électroniques qui semblent vouloir prendre leur place. Ouais, ça a l'air de tirer un peu à la corde. Hein. Bon, puis du képi martial encore avec le second volet de la bataille de Gaulle, on l'a dit tout à l'heure. J'écris ton nom. Merci Paul Éluard pour le titre. Et on va enfin savoir comment ça finit, cette histoire avec un grand H. Scoop par la Libération de Paris. T'en sais des choses, toi. Oui, je sais. Alors, ça va être le moment qui va arriver, et c'est le retour de la fête du cinéma du dimanche 28 juin au mercredi 1er juillet 2026. Là, ça va être le moment de faire le plein de films en solo ou accompagné et au tarif unique de 5 € dans toutes les salles y participent. Oh, il va bien y avoir une ou deux salles qui va pas le faire, des salles dites premium où vous payez jusqu'à 25 € pour voir souvent des bouses. Alors, ça existe quand même depuis un bout de temps, cette fête du cinéma, puisqu'elle a été créée en 1985. Alors au début, c'était un peu aussi un moment creux juste après Cannes, parce que dans ces années-là, il y avait très peu de films qui sortaient en même temps à Cannes et sur les écrans. Donc c'était un moment un petit peu mou, et donc avait été décidé de faire cette opération, hein, qui est une opération de promotion. Donc pendant les 8 premières années, la fête c'était une seule journée. À l'époque, on payait un billet plein tarif, et après pour 1 franc, on pouvait voir tous les films que l'on voulait dans la journée. Pour rappel, hein, pour ceux qui n'ont pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, ça fait 15 centimes. Apprends-moi des choses. Ça fait 15 centimes d'euros. Et à partir de 1993, ça a été la durée a augmenté puisqu'on est passé à 3 jours. Et on a eu même en 2009, et ce là pendant 3 ans, c'est une semaine entière. Et là, on était passé à l'euro. Et là, ça avait quand même beaucoup augmenté puisqu'on était passé à 3 € le film supplémentaire. Depuis 2023, c'est 5 €. Ah bon, vous me direz, pour ceux qui ont des cartes illimitées, ça fait pas de changement. Même pour certains, ils se disent, je vais éviter ces jours-là parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. Même les cinémas de proximité avec, comme tu dis, hein, c'est autour de 5 €. Hein. Oui, on peut arriver à trouver des séances à 5 €. Pour eux, hein, donc, la fête du cinéma, en fait, pour ceux qui ont de l'illimité, c'est toute l'année. Alors, ces fêtes du cinéma avaient boosté certains films. En 85, celui qui en avait le plus profité, c'était La Rose Pourpre du Caire. 2000, c'était Gladiator, et puis l'an dernier, c'était F1 et Dragon qui avaient bénéficié de... Donc les films qui ont plutôt du succès. Oui, plutôt du succès. Oui, bien évidemment. Alors, quels seront ceux de cette année?
Michael, qui marche bien, vous savez, le biopic édulcoré, devrait encore engranger des entrées. On en a parlé, Scary Movie, qui marche bien. Et le Spielberg aussi. Et puis face à Charles de Gaulle, qui lui aussi devrait engranger des entrées. Pour le Spielberg, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Donc, tu l'as dit, nous avons vu le film et bon, on ne va pas trop en parler, on va même pas en parler du tout. Mais profitez aussi de cette fête du cinéma pour aller voir des films un peu plus confidentiels. C'est vraiment le moment idéal et on a beaucoup des salles de proximité qui proposent des films vraiment intéressants. Alors souvent, c'est en nombre de séances, c'est assez limité, mais consultez votre journal, consultez Allociné, enfin tout ce que vous voulez. Et aller au cinéma, c'est vraiment le moment. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte coère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts, dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui court, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver. Henri Salvador nous susurre son jardin d'hiver, coécrit par Benjamin Biolay et Keren Han, avec à la fin, si on y prête l'oreille, une citation d'un classique du 7e art, Les Enfants du Paradis. D'ailleurs, on trouve aussi des rimes, clins d'œil et références au cinéma, hein. Fred Astaire, Soleil vert, Atmosphère, musicien de jazz à ses débuts dans les années 30, puis chanteur à la voix suave, ayant contribué, soi-disant, à inventer la bossa nova, aux côtés de Carlos Jobim et de Gilberto Gil. Henri Salvador a ensuite pris un virage variété rigolote, hein. Le travail, c'est la santé, Zorro est arrivé, Juanita Banana. Ah, il faut voir les scopitones de l'époque, hein. C'est quelque chose, hein. Aussi acteur de quelques nanars dans les années 50 et 60. Exemple de titre, Accroche-toi, il y a du vent, ou Les Malabars sont au parfum. Pas vu, mais ça situe le niveau. Ah oui, ça doit être intéressant. C'est les Malabars, où y sont-ils ? Au parfum. Ah bah oui. Festival d'été, les festivals. Ah oui, oui, oui. Ah bah Festival, oui. disons les festivals ciné du début d'été. Hein. Passage en revue de quelques rassemblements en début de cet été. Ceux que je vais évoquer plus en détail sont tous sur la côte atlantique aquitaine.
comme par hasard. Leurs dates se superposent, donc il faudra faire des choix. À tout seigneur, tout honneur, le plus réputé d'abord, un rendez-vous charentais, cinéphile, populaire et exigeant en même temps, qui célèbre depuis plusieurs décennies maintenant l'histoire du cinéma d'hier, d'aujourd'hui et du monde entier. Je veux parler du festival La Rochelle Cinéma, raccourci en FEMA, pour sa 54e édition du 26 juin au 4 juillet. Pléthore de films de patrimoine à voir ou revoir, avec par exemple des rétrospectives sur les carrières de le regretté Diane Keaton, Jacques Tati. Son Monsieur Hulot a été choisi pour l'affiche du festival. Et puis 6 de ces classiques seront de ressortie en salle à partir du 15 juillet. Et aussi la rétrospective à l'Égyptien Youssef Chahine. Et pour ce qui est des vivants, hommage à Christian Mungiu, le Palme d'Or 2026 avec Fjord, dont on a parlé la dernière fois, Nanni Moretti, avec une quasi-intégrale de sa filmographie, et aussi au moins connu, alors là je vais mal prononcer, Dag Johan Augerud, cinéaste danois révélé en France avec sa trilogie d'Oslo. Et pour le volet cinéma d'aujourd'hui, une trentaine d'avant-premières de longs métrages du monde entier, en fait, plus d'autres sections comme documentaires, films jeunes publics, et une journée Javier Bardem. J'ai compté, je me suis amusé à les compter, 212 films en tout. Même en y restant les 10 jours, on n'a aucune chance de tout voir, avec plein d'animations, ateliers, expos. Comme chaque année, convivial, ouvert à tout le monde, sans chichi ni tapis rouge, sans people ni compétition. Un peu l'antithèse de Cannes, quoi. Alors, le FEMA, c'est le second festival ciné grand public en France, en nombre de spectateurs, derrière le festival Lumière de Lyon. Cannes en compte moins, et ce ne sont pour la plupart que des accrédités pro ou presse, donc c'est pas un festival grand public. Un peu plus au nord de La Rochelle, de jauge plus modeste et plus récent, dans la ville de Rochefort chère à Jacques Demy, le festival Sœurs Jumelles propose pour la 6e année consécutive un dialogue entre musique et 7e art, avec une collection de pépites filmiques, dont plusieurs documentaires musicaux et des concerts d'artistes français qui ont tous plus ou moins à voir avec le cinéma, comme Vanessa Paradis, Pomme, Benjamin Biolay, Camille, Oxmo Puccino. Parmi les invités aussi, Cédric Clapiche et Béatrice Dalle. Ce sera du 23 au 28 juin, les festivals Sœurs Jumelles, essentiellement pour ceux qui connaissent à la Corderie Royale et au cinéma local qui est pour nom l'Apollo 8. Enfin, plus au sud cette fois, à Biarritz, du 24 au 29 juin, le bien nommé Festival Nouvelle Vague, pour seulement la 4e fois, qui s'intéresse essentiellement aux productions de cinéastes de moins de 35 ans. C'est du jeunisme. Environ 50 films en tout, dont une dizaine en compétition, avec un jury présidé par l'actrice américaine Kristen Stewart, qui a bien changé de braquet depuis sa découverte en Bella dans la saga à succès Twilight. Elle est devenue depuis égérie du cinéma indépendant, tournant par exemple avec Olivier Assayas, David Cronenberg et bientôt, Quentin Dupieux, oui, son prochain film avec casting international est déjà prêt alors qu'il vient tout juste d'en sortir un qu'on a mis dans notre viseur. Oui, on l'a mis dans notre viseur. Alors, au rayon biopic, cette Kristen Stewart, elle a incarné Jean Seberg en 2019, puis Lady Di dans Spencer en 2022, rôle qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice. Et première réalisation l'an dernier, avec un plutôt trash et queer, The Chronology of Water. Alors, parmi les autres jurés, Raphaël Quenard, bon, les délibérations avec lui, ça va pas être triste, Galatea Bellucci et Alex Lutz aussi, je crois. Du beau linge encore, avec 4 vedettes venant présenter chacune un de leurs films fétiches. Xavier Dolan, Marion Cotillard, Monica Bellucci et Isabelle Huppert. Mazette, entre parenthèses, ils ont tous dépassé les 35 ans, ceux-là, et pour certains, largement. Alors, pour info quand même, Patrick, le film choisi par Huppert, c'est The Last Picture Show de Peter
Peter Bogdanovich en 71 qui s'appelle La dernière séance en français. Une journée cinéma et intelligence artificielle et programmée et une autre, cinéma et océan à teneur environnementale pour venir verdir un peu le tout. Les lieux, le cinéma royal, la gare du Midi, c'est un théâtre, c'est pas une gare SNCF, et le casino de Biarritz. Alors, les 3 rendez-vous sont en même temps, donc un choix s'impose. L'envoyé spécial de Movies ira auquel? Plouf, plouf, plouf. Eh bien, à celui qui nous correspond le mieux, c'est-à-dire le plus jeune et le plus chic de tous, j'ai nommé Biarritz. En plus, le partenaire officiel principal en est Chanel. Et Chanel, j'adore, mon coco. Je prendrai avec moi ma planche de surf signée Lacroix, pour faire couleur locale. Je ne sais pas si elle sera acceptée en salle. Alors, d'autres rendez-vous en passant, parce qu'il n'y a pas que la côte atlantique qui célèbre le cinéma. Pour les cinéphiles qui n'aimeraient pas l'océan. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui. À vous la parole, mon cher. Oui, c'est que tu as oublié un festival encore sur la côte atlantique. Alors, il est comment? Il a lieu du mercredi 24 au dimanche 28 juin. C'est la Baule, festival cinéma et musique de film. Mais c'est l'Atlantique, ça, ou la Manche? C'est la Loire-Atlantique. C'est vrai, la Baule. Oui. Alors, c'est festival de quoi? C'est le festival, c'est la 12e édition. C'est cinéma et musique de film. D'accord. Okay. C'est Régis Varnier qui en sera le président. Et on aura, par exemple, Bruno Coulet qui sera mis à l'honneur. Ça, c'est un grand compositeur. Oui, celui qui a fait Microcosmos. Tu es déjà allé Non, je n'ai pas été. Voir ce. Donc, t'as oublié. Voilà. Non, mais j'ai pas. Non, mais il y a. Trier. Non. Bon, alors, le travail n'est pas complet. Alors, continuons sur la côte atlantique et allons à Annecy. Non, c'est ça. C'est pour les cinéphiles qui n'aimeraient pas l'océan. Un petit tour dans les Alpes, en effet, au bord d'un lac, pour assister au Festival international d'animation d'Annecy. C'est le must du cinéma animé venant du monde entier pour tous les âges. Ça, c'est du 21 au 27 juin. Et pour ceux et celles qui n'aiment ni la mer, ni la montagne, qu'est-ce qui reste? La campagne. Allez vous faire foutre? Non, C'était Belmondo, ouais. Oui. Non, alors là, c'est l'annuel Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire. Quel rapport, me diras-tu, Patrick? Eh bien, manifestation liée au 7e art cette année, puisque le sous-titre en est « Le jardin fait son cinéma ». Depuis la fin avril jusqu'au 1er novembre, des artistes jardiniers ont conçu des installations liées à ce thème, dans lequel on déambule. Alors, je vous donne des titres de création: Avatar, Le jardin de Tati, Jurassic Plante, Cinéma Azéma, ça a été fait avec Sabine Azéma, Les roseaux sauvages, La petite boutique des horreurs, peut-être avec des plantes carnivores, j'imagine, pourvu qu'il n'y ait pas meurtre dans ce jardin française. Ah oui. Bon, c'est depuis le milieu du printemps, donc, et jusqu'à la mi-automne. Ah oui, j'allais demander si tu rajoutais quelque chose, donc ce festival de la Baule, et puis la fête du cinéma du 28 juin au 1er juillet, tu en as parlé. Bref, il y a de quoi faire quand on aime le cinoche en ce début d'été. Voir les sites internet de chacune de ces festivités pour les détails, dont les liens seront dans notre podcast. Ça mange pas de pain. Enfin, c'est toi qui le fais. Oui. Donc ça me mange pas de pain. Voilà, ça y est, on est rendu à la fin de notre émission. Alors, est-ce que c'est le dernier Movies de la saison ou est-ce qu'on en fera un en juillet? Oh, certainement qu'on en fera un en juillet. Pour clore la saison 5. Oui, bien sûr. Donc, on n'a qu'à vous souhaiter de bons films dans les salles de cinéma et on vous donne rendez-vous bientôt, au mois de juillet. Au revoir. Au revoir à tous et toutes.